Bonjour, bonsoir et bondé. Bienvenue dans une nouvelle petite interview avec quelqu'un qu'on connaît déjà, qui est déjà venu sur la chaîne. Bonjour. Qui es-tu, noble pseudo-inconnu? Eh ben, écoute, bonjour à toi, bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. Je suis Frédéric Marin, je suis l'auteur des jeux de rôle Argyropé et Speedrun RPG. Ah, on avait déjà fait effectivement le test avec la PNJ. On avait fait une petite visite de la ville en mode roleplay, qui était très sympathique. Absolument, oui. C'est bien la première fois que j'ai fait ça et j'avais apprécié l'expérience. C'était une manière très différente d'aborder, la présentation d'un jeu de rôle et pour le coup, j'en garde un très bon souvenir. Bah, ça fait deux clients satisfaits de ce style. On va le continuer. Et là, ça va être moins interview comme ça, roleplay. On va vraiment parler, surtout que là, ben, ton jeu, ben, c'est plus le premier, c'est même plus le deuxième, c'est le troisième financement pour ton jeu. C'est vrai, c'est vrai. Dit comme ça, on dirait qu'il y a un troisième financement parce que les 2 premiers ont échoué, mais Non, non, c'est en réalité, effectivement, il y a eu en 2013, 2023 pardon. 2023, sinon ça fait Oui, quand même pas mal. ça ferait du temps. En 2023, j'ai eu l'occasion d'ouvrir le tout premier financement participatif pour Argyropé afin de, présenter à tout le monde ce jeu de rôle de ma conception et à ce moment-là, j'ai eu le plaisir de découvrir qu'il y avait une communauté qui était intéressée par Argyropé. Alors je ne sais pas si tu veux qu'on représente Argyropé plus tard, mais il y a eu un engouement très agréable, donc pour les livres de base, l'écran et les premiers suppléments. Puis 1 an et demi plus tard, fin 2024, vu que j'ai eu beaucoup de plébiscites, je j'ai continué et de toute façon, j'ai beaucoup de choses à écrire encore pour la gamme Argyropé, donc j'ai publié de nouveaux suppléments d'aventure et donc 4 autres suppléments sont venus enrichir la gamme. Donc un supplément est égal à une petite campagne d'une trentaine d'heures environ et c'est le deuxième. Et aujourd'hui, je m'apprête dans quelques mois, février 2026, à lancer le troisième financement participatif pour continuer à développer la gamme, présenter cette fois de nouveaux suppléments d'aventure, mais pas que, aux futurs contributeurs, à la communauté et aux personnes qui voudraient découvrir ce jeu de rôle. Ça fait combien de livres là? Déjà, il y en avait 2 de base, plus d'autres dans le premier financement, tu en as racheté. Ça commence, Alors, je vais regarder, oui, ma je t'écoute, bibliothèque qui est dis-moi. derrière. Heu, j'ai l'impression que Argyropé sur son étage, ça fait déjà un tiers. Ça prend déjà un tiers de l'étage. Alors, dans le détail, il y a 2 livres de base, en couverture rigide. Ces livres de base, de 200, je sais plus exactement, 232 et 250 pages, quelque chose comme ça, couvrent l'univers et ses secrets, ainsi que le corpus de règles et le bestiaire associé. Mais au-delà de ça, il y a un écran avec un tout petit supplément, une petite aventure très courte qui s'appelle «Un architecture» et ensuite il y a aujourd'hui 7 suppléments qui sont parus, donc 2 premiers pas, le premier jusqu'au déclin des idéologies, le septième, qui sont, comme je le disais précédemment, à chaque fois des aventures d'une durée variable et surtout qui explorent des thèmes différents, des styles de jeu différents et qui permettent en fait d'explorer la cité d'Argyropé, mais aussi plusieurs facettes de cette cité, découvrir certains seulement de ses secrets fondamentaux, d'aborder d'autres ou même encore aujourd'hui, beaucoup sont encore dans l'obscurité de l'univers et le but d'Argyropé, de la gamme d'Argyropé, c'est de continuer à s'étoffer à l'aide de l'adjonction justement de ces suppléments. Pour le moment, tel que je le conçois, comme je le vise, je ne souhaite que publier des suppléments d'aventure. Chaque supplément est un scénario ou une mini campagne. Il n'y a pas de supplément prévu, de règles additionnelles, de matériel, de bestiaire supplémentaire, non. Est-ce qu'en 2023, quand tu as lancé le premier financement, tu t'attendais à arriver jusque-là? Un troisième financement et toute une communauté?
Pas du tout. Si tu te souviens, quand on en avait discuté, alors je ne sais pas si c'était apparu dans, l'interview roleplay que l'on a fait, mais on en avait sans aucun doute parlé au moins en off. En 2023, quand j'ai lancé le projet Argyropé, je n'étais connu de personne dans toute la sphère rôliste. J'avais derrière moi un passif d'auteur de Murder Party, mais c'était à peu près tout. Et même là, j'avais un petit succès d'estime, mais les communautés étrangement, ne débordent pas tellement les unes sur les autres. Il y a pas beaucoup de perméabilité. Bon, qu'importe. J'étais donc pas du tout connu de la sphère rôliste et un jeu de rôle qui arrive, qui est dans un univers de, Renaissance fantasy, qui se veut low fantasy, donc pas d'elfes, pas de nains, pas d'orques, de gobelins et de dragons, que des humains avec des aventures dans une seule gigantesque ville, où l'on ne peut pas physiquement aller plus loin que la ville pour des raisons propres au jeu. Un univers qui se veut résolument optimiste, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans la dark fantasy, sans tomber dans l'utopie. On est quand même dans un univers où on va promouvoir les sciences, l'art, la culture, la philosophie, même la religion au sein d'Argyropé est une religion qui n'est pas oppressive. Et même si ça n'empêche pas l'univers d'avoir ses parts sombres et surtout toutes les nuances de gris possibles, n'empêche que c'était un pari un peu risqué. Surtout qu'en plus, pour ceux qui ont compulsé les livres, j'ai, je ne sais pas dessiner, donc j'ai engagé des auteurs et j'ai pris le pari de retranscrire un peu ces vieux livres de jeux de rôle à travers une texture, une main du papier un peu rêche et des illustrations en noir et blanc. Donc pour laisser la place justement à l'imagination quand on lit et quand on s'approprie l'univers. Donc tout ça, ça forme un cadre qui était inhabituel en 2023, qui reste quand même assez peu commun en 2025, Ouais. fin 2025 aujourd'hui et même si je trouve que la dark fantasy commence à reculer un peu, mais voilà, donc c'était pas du tout un pari gagné et j'ai été incroyablement surpris par je sais plus exactement, 150 contributeurs qui sont venus, qui ont participé au projet, qui ont donné foi à cette aventure et l'une des promesses que j'ai faites à cette époque, c'était que Argyropé n'était pas une gamme qui allait être fermée ou comme je les appelle moi, les gammes mort-nées, c'est-à-dire un livre, éventuellement un écran et si on a de la chance, un supplément et tout s'arrête et on n'en parle plus jamais. Argyropé, c'est un projet que j'ai mûri pendant plus de 10 ans et que je vois continuer encore, longtemps, autant que faire se peut, en tout cas. Et aujourd'hui, bah, non, je n'aurais jamais cru être devant toi virtuellement à discuter de tout ça avec toutes les personnes qui nous écoutent, avec le succès des 2 financements précédents et ce nouveau financement qui s'annonce, qui, qu'il soit un succès ou non, verra quand même la publication de ses futures aventures. Oui. Pour revenir sur les souscripteurs, le premier financement, c'était 160. Le deuxième, c'était 174. Tu as réussi un fait assez rare pour un supplément d'en avoir plus que pour le financement de base. Oui, c'est assez impressionnant effectivement, d'habitude le credo, c'est que les suppléments se vendent moins bien, ça attire moins de monde et là, pour le coup, c'est l'effet inverse. Mais bon, c'est peut-être juste une histoire de statistique, hein. On verra ce qui se passe avec le prochain financement. On verra avec celui qui arrive en février, oui. J'espère qu'il marchera aussi bien. Et pour l'instant, ça marche bien. Je veux dire, tu as un Discord dédié à RGOP qui a régulièrement des discussions dessus. Donc, au niveau de la communauté, ça s'est créé, ça va bien. Et le problème de ça, c'est, avant de parler, RGOP, c'est ton projet. Vraiment le gros projet que tu as. Oui. Ça absorbe beaucoup de ton temps au niveau release ou est-ce que tu as le temps de faire autre chose? Mmh. J'ai une vie qui est très chargée. D'un point de vue professionnel, j'ai un travail qui est, très chronophage. J'ai ensuite une vie de famille qui elle-même me demande beaucoup de temps, des enfants en bas âge, donc beaucoup de travail à la maison, on va dire. À côté de ça, bah, je dois m'occuper de la vie réelle, hein, c'est-à-dire les courses, repeindre un mur, Oui, sortir les poubelles et autres. Et donc, il me reste, bah, comme tout le monde, une petite quantité de temps pour l'amusement. Et bah, j'ai fait le sacrifice volontaire, hein, de couper. Je regarde plus ou quasiment plus de séries, je regarde très peu de films, je regarde
Je lis très peu, je lis un petit peu de livres, mais globalement, dès que j'ai du temps pour moi, après avoir dédié du temps travail et famille, et un petit peu aux amis, je travaille sur RGOP. Donc je mets énormément de temps de tous mes temps de pause, mes temps d'inactivité sont dirigés vers RGOP. Ça me prend beaucoup de temps, on est d'accord, mais c'est quelque chose que je fais aujourd'hui avec un grand plaisir. Peut-être que je vais m'essouffler, peut-être que je vais m'ennuyer, peut-être que mon rythme de vie va devoir changer, pour une raison X ou Y, mais aujourd'hui, tout ou une grosse partie de mon temps libre est dédié à RGOP. Bah, tu m'étonnes que tu sortes, 7-8 livres, avec, quand tu y passes tout ton temps comme ça. Bah, disons que ouais, c'est étant donné que c'est quand même un projet phare dans ma vie, je pourrais dire plus tard: «Bah, zut, enfin Et j'ai réussi, c'était ton j'ai jeu fait ça». c'était ton jeu, c'était ton Exact. Et je pense qu'aujourd'hui, la quantité, tu vois, j'ai trouvé un équilibre plutôt agréable et je pense assez sain entre la quantité de travail fourni dans RGOP et le reste de ma vie. Donc tant que j'arrive à maintenir cet équilibre et que ma femme me jette pas la théière d'eau brûlante, parce que je la néglige, je pense que je vais continuer. Ah oui, ça va être le plus gros, obstacle, on va dire. Continuer de s'occuper des siens et de faire en sorte qu'ils ne rentrent pas, Ouais, c'est ça, en fait, il faut pas que mon passe-temps empiète sur, oui, voilà, sur notre vie quotidienne. tout à fait normal. Et donc là, ça nous fait de nouveau des livres, de C'est nouveau des suppléments d'aventure. Au niveau des suppléments d'aventure, pour récapituler ce qu'on a déjà, on a déjà un dans l'univers un peu, criminel que tu as fait. Tu le petit de découverte et donc là, dans quel on comment le dire? Dans quel morceau de RJRP vas-tu nous emmener? Alors, la particularité du financement qui arrive, c'est que lorsque j'ai fini le deuxième financement participatif d'Argiropé, on a fêté ça sur le Discord, communautaire et j'ai fait un sondage. Posé la question de: «Qu'est-ce que vous verriez pour la suite d'Argiropé? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir?» Parce que, bah, mine de rien, c'est la communauté qui supporte le projet. Donc j'avais envie de faire une sorte d'échange, de remercier les personnes qui m'ont aidé, au succès du deuxième financement et du premier, a fortiori. Donc, j'aurais posé la question: «Qu'est-ce qui leur ferait plaisir?» Et il est venu assez unanimement sur le Discord le fait que, les cartes qui étaient fournies dans les livres de base étaient sympas, mais elles étaient en noir et blanc, au format A4. Ça n'aidait pas à se rendre compte du gigantisme de la ville et le style était plutôt simple. Donc clairement, la communauté avait envie d'une belle carte en couleur d'argiropée où l'on puisse littéralement suivre le tracé des rues, avoir une meilleure estimation des distances, une meilleure estimation de la pauvreté du quartier quand on regarde simplement visuellement, par exemple. Donc, je me suis dit: «OK, la communauté semble vouloir ça» et moi-même, ça me trottait en tête depuis un moment. Étant donné que j'ai fait une toute petite plus-value sur le deuxième financement participatif et que je suis aujourd'hui que le projet RJRP n'est pas, n'est pas, à fond perdu, je me suis dit: «OK, autant réinvestir cet argent dans une carte». J'ai continué le sondage sur le Discord et j'ai posé la question de: «Tiens, quelles seraient là où les personnes que vous verriez bien pour réaliser cette carte?» Plusieurs noms sont sortis, j'ai listé ces noms, je suis allé regarder le travail de chaque illustrateur, de chaque illustratrice et j'ai sélectionné la personne, dont les couleurs, la palette de couleurs, la charte graphique me plaisait le plus. J'ai contacté cette personne. On est tombé rapidement d'accord, cette personne, donc je ne dirai pas aujourd'hui qui c'est, Oh! c'est une personne très connue dans le milieu qui fait vraiment un travail, exceptionnel. Je le remercie ou je la remercie et on s'est mis d'accord avec cette personne qui me dit: «Ah, Argiropé, j'en ai entendu parler par des copains et je serais curieux de travailler dessus». Et ben, zut, on est parti. Et en fait, de fil en aiguille, on a travaillé ensemble et on n'a pas fait une carte, mais on en a fait en réalité 3, 3 cartes d'argiropé. Il y a une vue de dessus,
une vue en coupe et une vue avec certains secrets particuliers de la cité. Et donc voilà, j'ai aujourd'hui, pour le financement qui arrive, 3 cartes couleur, grand format, au format A1 très précisément. Donc une belle, Ah ouais, une belle taille, ouais, ça remplit la table, ouais. belle taille. Ah oui, exactement. L'idée, c'est de pouvoir la mettre sur une table et que les gens, bah, ils aient sous eux, littéralement, le plan d'Argiropé pour pouvoir dire: «Bah, je me déplace ici, cela, tu parles de tel quartier, ah bah là, quelle est la distance à vol d'oiseau ou à vol de montgolfière?» et ainsi de suite. Donc on a travaillé ensemble, le résultat me satisfait pleinement et OK, je me suis dit: «Bah, voilà, je les ai. Qu'est-ce que je fais pour la communauté?» Est-ce que j'imprime les cartes sur du papier et je les vends comme ça, juste à la sauvette? J'avais presque l'impression de jeter un bout de papier au visage des gens et ça me plaisait pas. Je trouvais ça très inélégant. Non, Alors en fait surtout pas du A1. oui, ça peut faire mal, ouais. Ouais, ça fait vraiment un cerf-volant, quoi. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'en réfléchissant, je me suis dit: «Bon, j'ai des cartes. Comment justifier ces nouvelles cartes couleurs qui sont très similaires en termes de géométrie à celles du livre de base, mais qui ajoutent quelques détails, qui modifient la forme de certains quartiers?» Je me suis dit: «Pourquoi? Comment le justifier intradiégétiquement?» Eh ben, en fait, c'est tout simple. Faisons que les joueurs incarnent des explorateurs urbains dont le métier est de cartographier les changements dans la ville chaque année, année après année. Et donc, j'ai écrit une petite aventure où les joueurs incarnent ce qu'on appelle des rats des villes dans RJROP, c'est-à-dire des explorateurs urbains, des cartographes, des géomètres, des architectes, qui vont de lieu en lieu, qui vont explorer les vieilles cours abandonnées, qui vont retrouver des passages secrets qui ont été oubliés, qui vont suivre les changements topographiques suite à, par exemple, l'effondrement à tel endroit d'une partie de la rue, ou ici un incendie, ou ici l'ouverture d'un boulevard. Retracer en fait tous les changements pas démographiques, les changements d'urbanisme pour les compiler, pour faire une carte qui sort d'année en année. Et je me suis dit: «Bon, bah, voilà, c'est chouette, ça fait une petite aventure qui explique comment, pourquoi on a des nouvelles cartes». Mais en fait, c'était une petite aventure, 30 pages. Bon, je vais pas faire un supplément de 30 pages. Et puis l'idée est sympathique d'avoir des rats des villes. Pourquoi est-ce qu'ils travailleraient pas pour un institut de cartographie et au sein de cet institut, il y aurait plein de missions, un peu comme une guilde si vous voulez, avec un panneau d'affichage où on décroche une affichette, on dit: «Bah tiens, je vais aller résoudre, ce problème». Et en fait, bah, j'ai créé tout un supplément qui s'appelle Rats des villes en l'honneur des explorateurs urbains d'Argiropé. De fait, le supplément Rats des villes, le supplément 8, c'est une compilation de 6 aventures qui ont toutes pour thème la cartographie. Les joueurs jouent des rats des villes. Ils vont avoir 6 aventures indépendantes au sein du même institut de topographie et ça forme en fait une campagne plutôt cohérente. L'institut, il y a des personnages d'un joueur dedans qui vont avoir leurs propres problèmes à régler et en fait, bah, ça va donner un institut vivant, il y a une dynamique, des choses vont évoluer et les joueurs vont participer justement à l'élaboration des nouvelles cartes. Donc voilà comment est né ce supplément. Mais en plus de ce supplément, il va y avoir encore un petit truc parce que je me suis dit: «Tiens, c'est marrant, si on a des rats des villes, il faut qu'ils puissent se reconnaître entre eux. Comment faire?» Eh ben, Tu ne tout simplement t'arrêtes pas, hein, tu ne t'arrêtes pas. non, non. Attends, attends, tu vas voir. L'idée, c'est que comment est-ce qu'on peut se reconnaître au sein d'un même institut ou d'une même corporation? Ben, un emblème, typiquement. Donc j'ai fait dessiner un emblème par l'illustrateur qui, fait tous les emblèmes de la cité depuis le début. J'ai trouvé donc l'emblème est très chouette, très joli et je me suis dit: «Bon, OK, ils ont un emblème, mais il faut qu'ils le portent. Comment? Est-ce qu'ils se le font tatouer?» Dans le jeu, les personnages sont tatoués. Oui, pourquoi pas, mais est-ce qu'on pourrait pas essayer de faire un truc qui dépasse le cadre de, intradiégétique pour être extradiégétique? C'est-à-dire dépasser le cadre de la narration pour être autour de la table et je me suis dit: «OK, bah, le plus simple, c'est de faire des petites broches en argent». Donc j'ai trouvé et alors pour le coup, quand je dis broche, on va parler en réalité de pins, hein, bien entendu et j'ai trouvé une compagnie qui a eu la gentillesse de m'imprimer des pins en zamac. Donc c'est un mélange, un alliage de métaux qui forme une couleur d'argent justement, avec en plus un léger côté scintillant et en fait, bah, aujourd'hui, il y aura une bourse, avec le supplément 8 et les cartes qui l'accompagneront. Une bourse en velours noir avec à l'intérieur 5 pins
qui sont typiquement les emblèmes que vont porter les joueurs qui incarnent des rats des villes. Ils portent l'emblème visible, donc tous les autres qui les voient savent qu'ils font partie des rats des villes et ça va apporter une cohérence autour de la table, un petit renforcement du roleplay que je trouve plutôt sympa justement. C'est un petit gadget pour le coup, mais qui a une vraie résonance dans le jeu et qui sera utile au sein de l'aventure. Tout ça à partir de, au départ, une carte, qui est devenue Ouais. 3, qui est devenue une aventure de combat. C'est on J'avoue. appelle ça une croissance exponentielle là, hein. Ouais, ouais. Il faut que je m'arrête parce qu'effectivement, le supplément 8 est à ce jour le plus gros supplément qui a été, écrit. On est, je ne sais plus exactement, presque 220 pages, donc c'est monstrueux. Il est vraiment gros et c'était long. Donc je sais que je reproduirai ce genre de bêtises plus tard, mais c'était du travail et en fait, autre chose donc, bah, justement le financement participatif va être non seulement pour ce supplément-là avec les objets qui vont l'accompagner, mais en plus le supplément 9 lui-même qui s'appelle «Loin de toute lumière» et ce supplément est particulier parce que là aussi on va faire de l'exploration, mais souterraine et la thématique propre à cette aventure, c'est l'horreur. Quelque chose qui m'a, toujours été, enfin quelque chose dont on a toujours discuté avec RJROP, c'est de pouvoir jouer tous les styles dans la cité. On peut très bien faire des scénarios d'action, d'espionnage, des scénarios diplomatiques, des scénarios de gestion économique. Tout est possible avec le corpus de règles. Mais par contre, une chose qui a jamais été présentée encore jusque-là, c'est l'horreur. Comment traiter l'horreur dans RJROP? Et la communauté était plutôt intéressée par ça justement, donc j'ai, le 9e supplément, le deuxième donc du financement participatif de février prochain, qui lui se focalise sur une exploration souterraine, les strates d'Argyropé et ce qui se cache dans les ténèbres. Dis donc, effectivement, on mange à tous les râteliers ici, on fait de tout n'importe quoi. Au bout d'un moment, on va devoir passer à la fin, on va devoir passer toute une vie juste à jouer à RJRP pour tout faire le contenu. Ouais, j'en ai peur, j'en suis navré. Ah oui, c'est bien, tant que tu as des idées aussi, c'est bien. En réalité, c'est ça justement, ce qui fait que j'ai ce feu justement, sacré, c'est parce que j'ai encore beaucoup d'histoires qui sont à raconter, beaucoup d'aventures à faire vivre, beaucoup de thématiques que je veux explorer, beaucoup de couleurs émotionnelles que je veux imprimer dans certains scénarios. Et aujourd'hui, le 8, le 9 sont en financement participatif pour 2026. Le supplément 10 est déjà écrit. Le 11, il est dans ma tête, il y a le squelette de scénario. Le 12 est partiellement écrit. Le 13, il y a le squelette de scénario, et ainsi de suite. Donc, comme tu peux le voir, et comme ceux qui nous écoutent l'entendront, Argyropé est une gamme que je souhaite faire vivre. J'ai beaucoup de choses à raconter, et tant que ça fonctionne, je me fais plaisir. Ça en fait beaucoup. Mais j'ai envie d'en parler. Plutôt que de parler des, qu'est-ce que c'est, parlons plutôt conception. Déjà, par exemple, avec le supplément horreur, comme tu l'as Mmh. dit au début, RJRP est un jeu optimiste. Oui. Comment est-ce que tu adaptes un jeu optimiste à de l'horreur? Parce que l'optimisme dans Argyropé n'est pas, encore une fois, de l'utopie, tout n'est pas rose, tout n'est pas bienveillant, tout n'est pas parfait. On est dans une société qui a tous les niveaux de gris qui existent. Il n'y a rien de parfaitement blanc, rien de parfaitement noir, on n'est pas le côté manichéen, j'ai tenté au maximum de l'éviter dans cet univers. Par contre, j'ai mis toutes les nuances de gris. Donc c'est-à-dire que toutes les personnes qu'on rencontre ne sont pas fondamentalement bonnes, mais pas fondamentalement mauvaises. Et l'horreur se cache dans bien des aspects. On peut prendre des gens qui sont fondamentalement bienveillants, mais quand on les met dans des situations extrêmes, ils peuvent d'eux-mêmes faire des choses particulièrement horribles. J'ai quelques exemples en tête, que je pourrais citer, mais j'ai peur de spoiler, typiquement certains des rebondissements horrifiques de l'aventure, donc je vais peut-être éviter. Mais globalement, l'horreur s'insinue de plein de manières. Et dans ce supplément, je propose d'aborder l'horreur sous son côté protéiforme, pluriforme plutôt. C'est-à-dire, il va y avoir du gore, il va y avoir de l'horreur psychologique, il va y avoir de l'horreur sur les tabous, de l'horreur
ce qu'on appelle le body horror aussi, et cetera, et Oui, les cetera. Donc il y a plein de formes d'horreur, mais l'idée c'est que c'est pas jeté au visage des joueurs en mode, on est dans la dark fantasy, vous vous baladez dans la rue et tout d'un coup un monstre bipède avec 100 yeux vous saute dessus, une horreur Lovecraftienne. Non, là on va vraiment être dans une horreur qui va s'instiller au fur et à mesure. Déjà puisqu'on fait en exploration souterraine, bah, il y a déjà naturellement la claustrophobie, la peur du noir, qui vont être jouées à la fois autour de la table et dans l'univers, et ainsi de suite. Donc en fait, il n'est pas très difficile de faire rentrer l'horreur dans RJROP parce que toute situation normale peut déraper un jour suivant les, entre guillemets, «bonnes conditions». Ce qui est beaucoup plus dur, c'est de trouver des joueurs et des joueuses qui veulent faire de l'horreur, c'est-à-dire qui se mettent dans un état d'esprit propre à une aventure horrifique. Parce que dès qu'on est autour d'une table et que ça commence à rigoler, à envoyer des vannes, à faire des jeux de mots pourris, l'atmosphère horrifique, elle se fracture. elle disparaît, oui. Voilà, elle disparaît. Donc après, bien entendu, le travail sur ce supplément a été d'avoir un rythme qui est une élévation croissante, toujours une pente très douce d'élévation de l'horreur, avec des pics d'intensité, des moments calmes, des pics d'intensité, des moments calmes, pour laisser respirer les joueurs, mais en même temps, cette croissance toujours vers un final qui est presque inéluctable. Plus un peu de tragédie, mais il y en a toujours dans l'horreur. Ah oui, 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 après, oui. c'est bien choisir sa table aussi par rapport à tous les trucs qu'il y aura. Ah oui, Ça, parce que c'est pour le coup, c'est clairement aujourd'hui, tous les suppléments d'Argiropé qui sont sortis sont presque tout public. Il y a certains suppléments qui abordent des thèmes assez profonds, comme par exemple Rêve de néant, qui est un thriller où on va parler des traumatismes de certains personnages non joueurs. Ça peut être un peu lourd, donc c'est le genre de choses, il faut faire attention autour d'une table. Néanmoins, on va pas être dans des choses très frontales. Par contre, enfin, pour un autre exemple, dans Ceux qui n'oublient pas de rêver, le sixième supplément, on va être dans une introspection, on va être dans le deuil d'un personnage non joueur et une enquête dans son passé, des choses tristes qui sortent. Mais par contre, dans Loin de toute lumière, le neuvième supplément qui sortira, là, clairement, il y a un gros, un gros avertissement sur la couverture, le quatrième de couverture et à l'intérieur, sur le fait que cette aventure n'est pas pour tout le monde et que, comme tu le dis, il faut choisir à la fois sa table de joueurs et se mettre d'accord sur le fait qu'on veuille jouer de l'horreur. Mais jusqu'où pousser l'horreur? Parce que tout le monde a des phobies particulières. Donc ça, c'est quelque chose à réfléchir en amont avant de lancer l'aventure. c'est toujours, mieux, oui. On veut éviter de traumatiser les joueurs à sa table quand même. C'est ça. L'horreur est amusante à jouer quand elle est justement, quand elle vient pas être traumatisante personnellement. Il faut pas que ça rappelle de vrais événements Voilà. traumatisants dans la vie réelle. Il faut qu'on s'amuse à se faire peur. Ça, donc c'est comme ça que tu as fait pour lui. Après, c'est vrai que quand on lit les livres de rien que dans les livres de base, il y a certains éléments qui sont propices à l'horreur. Rien que certains monstres dans le bestiaire qui peuvent faire des choses qui sont pas d'autres expériences. Tout à fait, Ils peuvent être des bonnes expériences un peu plus horrifiques, donc il y avait déjà présent, mais non pas l'essentiel de l'univers. tout à Donc fait. ça, c'est comme ça. Et pour parler plus précisément, comment est-ce que tu les écris, ces scénarios, on va dire? C'est quoi ton processus? Mmh. Comment dire? Je pars pas dans l'optique d'écrire un scénario, plutôt je suis maître de jeu depuis, mes 15 ans à peu près. Et depuis toujours, j'ai plein d'idées d'aventure, donc je pioche allègrement dans toutes mes connaissances, vidéoludiques, romanesques, la peinture, le théâtre, les opéras et cetera. Donc comme tout le monde, hein, je m'inspire de plein de choses et j'aime bien me faire des embryons de scénario, des embryons d'aventures dans ma tête, en me disant: «Bah, tiens, il y a ce thème», par exemple, le thème de la filiation, le père-fils, parce que moi ça me parle beaucoup ces dernières années puisque je suis devenu papa il y a quelque temps. Donc c'est quelque chose qui me parle plus naturellement qu'avant. Donc je me sens un chouïa plus légitime par exemple de l'aborder. Mais il y a d'autres choses, par exemple, la notion de fierté ou la notion de honte, ce genre de choses. Je me dis: «OK, intéressant,
Hem, Qu'est-ce que je pourrais développer dessus? Tiens, je me dis si par exemple ceci, cela, oui, mais à ce moment-là, il faudrait ta ta ta. Je prends en fait des idées, des axes directeurs, des émotions, des sentiments que je voudrais faire passer et je laisse, tout ça maturer tranquillement dans mon cerveau. Jamais, jamais, jamais je m'assois et je me dis: «Ah, j'ai une idée de scénario, ta 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 ta», je commence à écrire des tas de trucs. Pas du tout. Mon processus est plus lent, on va vraiment être sur un côté presque, un travail de vigneron. On va laisser le raisin mûrir et lorsque on a passé des mois et des mois, le soleil a frappé le givre, l'eau, tout ça, les conditions climatiques, ce que tu veux. Il y a des choses qui sont rajoutées, des choses qui sont tombées, il y a des grains qui sont morts parce que, bah, l'idée était pas bonne et ça me plaisait pas et en fait, à un moment donné, je sens en fait que mon mon processus créatif est mûr. On arrive à une maturation. Les grains sont gorgés de soleil et de sucre. Je me dis: «C'est le temps de récolter» et donc à ce moment-là, seulement à ce moment-là, quand j'ai une ligne directrice, quand j'ai des choses plus claires, plus précises qui se sont mises dans ma tête, je m'assois et je commence à écrire et en règle générale, quand j'en suis à ce stade-là, donc des mois sont passés, quand j'en suis à ce stade-là, ça défile très rapidement, très facilement. J'ai très rapidement le squelette de l'aventure qui se profile devant moi sur mon petit bloc de texte, sur mon bloc-notes et après, donc là, j'ai vraiment le fil directeur. Je dis pas que j'ai des événements qui vont s'enchaîner parce que ce serait peut-être déjà trop linéaire, par exemple. Non, j'ai plutôt une structure globale. Qu'est-ce que je veux raconter et comment? Et à partir de là, je vais commencer, si c'était pas déjà le cas, si j'avais pas certains PNJ forts, et phares en tête, je vais commencer à mettre un petit peu de, de 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 muscle sur ce squelette, un peu de chair, un peu de tendon et je construis en fait comme ça mes scénarios. Donc la dernière chose que je fais en réalité, c'est véritablement écrire. Je vais vraiment avoir un processus de maturation très long. Bah, je vais te donner un exemple. C'était l'année dernière, si je ne m'abuse, je suis allé voir le film du Comte de Monte-Cristo, qui est ressorti au cinéma avec ma femme. On est allé le voir, j'ai vu, bon, je trouvais, sympathique, hem et on est sorti de la séance avec ma femme, on est allé boire un verre ensemble et on a discuté du film et une chose que j'ai bien aimée, en fait, qui est propre, en fait, au roman de base, hein, c'est que, il y a une notion dans le Comte de Monte-Cristo, c'est que c'est pas parce que, on est innocent de quelque chose que l'on est forcément quelqu'un de bon et ça, en fait, ça m'a beaucoup marqué quand j'ai revu le film. J'ai lu les livres il y a fort longtemps, donc je m'en souvenais plus, j'étais beaucoup trop jeune. Ça m'a beaucoup marqué. Je me suis dit: «J'aime bien ça, j'aime bien cette idée de c'est pas parce qu'on est innocent d'un crime dont on nous accuse que ça fait de nous quelqu'un de forcément bon» et en fait, ça a maturé des mois et des mois et des mois. Je me suis dit: «Mais dans quel contexte? Tiens, si j'ai envie d'en parler dans RJROP, dans quel contexte? Qui sont des personnes qui sont pas forcément bonnes, qui pourraient aller peut-être jusqu'au meurtre?» Ah mais le meurtre dans RJROP, c'est compliqué puisque il y a le châtiment Heu, vermeil, il y a voilà. Je me les dis yeux deviennent rouges. exactement, donc comment justifier ça? Et cetera, et cetera. Et en fait, j'ai petit à petit, je me suis dit: «Mais voilà, il y a tel type de personnage dans la cité qui pourrait incarner cette une personne qui est fondamentalement, gris sombre, très gris sombre, sans être, universellement, méchante, hein, mais cette personne pourrait être vraiment très grise et mmh, ah oui, mais qu'est-ce qu'elle aurait fait? Pourquoi? Qu'est Et qu'est-ce qui ferait qu'elle est innocente? Et comment ça se ferait? Et cetera, et cetera. Et donc ça a maturé pendant des mois. J'ai rajouté des personnages non joueurs, j'ai trouvé un lieu, j'ai trouvé l'implication des PJ, enfin des personnages joueurs, j'ai trouvé des petits axes, des rebondissements, des trucs comme ça et une fois que j'étais content de cette structure dans ma tête, je l'ai couché sur le papier uniquement. Et ça forme en fait le nerf de guerre du supplément 11 qui s'appellera Jour chagrin. Donc ça, on est encore dans le futur, hein, mais voilà, tu vois? Tout le squelette est déjà là, je sais de quoi je veux parler, je sais vers quoi je veux amener les joueurs à réfléchir et les mettre en face d'une contradiction. Tomber sur quelqu'un qui n'est pas sympa du tout,
mais qui est innocente et il va falloir aller au-delà de ses préjugés pour arriver à prouver son innocence. Et en plus, qu'est-ce que ça implique le fait de, entre guillemets, «libérer» quelqu'un qui est fondamentalement pas très sympathique? Quel est le poids que l'on peut avoir sur sa morale en faisant ça? Est-ce que c'est juste de laisser partir quelqu'un que l'on sait pertinemment faire bientôt d'autres actes malveillants? Est-ce qu'on ne devrait pas tordre la loi et quand même la mettre en prison, même si elle est innocente de ce premier crime? Tout ça, c'est ce dont ce sur quoi je voudrais faire réfléchir les joueurs dans le supplément 11. Donc voilà, tu as typiquement le processus créatif que j'ai. Et un petit teaser pour le supplément 11. Oui, c'est vrai. Et est-ce qu'à un moment dans ce moment dont tu écris, est-ce que tu as un moment tu le fais jouer à d'autres Ah, toujours. toujours? Aucun des suppléments qui n'est sorti jusque-là n'a pas été playtesté. J'ai plusieurs groupes de jeux en physique, parce que j'aime beaucoup le jeu présentiel, hein, c'est pour moi un aspect extrêmement important du jeu de rôle et j'ai la chance d'avoir quelques personnes autour de moi avec qui jouer. Donc tous les suppléments que j'ai fait jouer ont été testés. Une fois qu'un supplément est écrit, quand je l'écris donc, une fois que j'ai toute mon squelette comme je te le disais, une fois que j'ai quelque chose de très clair, je me mets à écrire, à peu près dans l'ordre chronologique du scénario. Introduction, développement, péripéties, conclusion, et cetera. Donc j'écris tout. Au fur et à mesure que j'écris, je me dis: «Tiens, il y a cette scène-là qui pourrait être sympa. Ça, c'est un personnage dont j'aurai important. Il faut que je le fasse illustrer». Donc je me laisse des petits dans mon gros Word, je me laisse une marque à un endroit en couleur, je dis: «Illustration ici de ça». Et donc j'écris, j'écris, j'écris. Quand j'arrive à la fin, que je suis content globalement de ce premier brouillon, je contacte mes illustrateurs, je leur dis: «Bah, voilà, j'ai ce projet-là, on commence à illustrer». Ensuite, j'ai une passe de relecture, mais comme je suis déjà content du squelette de base, je sais que ça va pas changer fondamentalement, ça va être du de l'affinage, du peaufinage. Donc les illustrations commencent très tôt et dès que j'ai un brouillon V2 plutôt solide, là je contacte mes groupes, je leur dis: «J'ai ça à jouer, on se lance», je fais jouer l'intégralité. Pendant ce temps-là, les illustrations continuent et une fois que ça a joué, je corrige parce qu'il y a toujours des corrections à faire et ça c'est un truc qui est extrêmement important. Une campagne qui sort, qui n'a pas été rigoureusement testée, elle sera toujours, malheureusement, entachée d'erreurs involontaires de la part de l'auteur, tout bonnement parce que, bah, on peut pas penser à tout. Et là, je te donne un exemple, on en parlait juste avant là, quand on était en off. Hier soir, j'ai, fait jouer donc le supplément 10 là, il est en train de débuter, on commence la campagne de test et les joueurs arrivent devant un lieu. Et donc moi, j'ai un petit plan des lieux dans mon brouillon et A, B, C, D, E, F, tatatam, toutes les pièces qui sont décrites brièvement et ils me disent: «Ah, on rentre dans cette pièce-là» et là, je regarde, j'ai oublié d'écrire la description de la pièce numéro 2. La pièce B. Je l'ai oublié de l'écrire. Alors que je sais très bien ce qu'il y a dedans, mais je l'ai pas écrit et donc ça, bah, si j'étais parti, j'avais commencé à maqueter tout de suite, je m'en serais jamais rendu compte. Parce que pour moi, c'était logique ce qu'il y C'était avait logique. dedans. Bah, c'est souvent pour ça qu'on montre les choses. C'est pour nous, c'est évident et on n'y pense plus et à force de Voilà, rester sur ce travail, on le voit plus. Voilà, c'est pour ça qu'il faut exactement, le mettre comme face les à fautes. d'autres. Donc en fait, le playtest est extrêmement important parce que ça me permet de corriger tous ces oublis, ces erreurs. Souvent, les joueurs me disent: «Tiens, je voudrais faire ceci, cela». Je dis: «C'est une excellente idée. Je vais rajouter ces options pour justement donner encore plus de marge de liberté aux compteurs et aux joueurs». Et ensuite, une fois que c'est fait, je reprends tout, je refais une V3 et cette V3, je l'envoie à un relecteur correcteur qui, fait la correction de fond. Donc lui, il va relire l'intégralité du truc d'un point de vue faute, orthographe, grammaire, conjugaison, et Tout cetera, ça, hein. construction, mais aussi c'est quelqu'un qui prend le temps d'analyser, qui me dit: «Cet indice est pas cohérent. Ici, il manque quelque chose. Là, fais attention, comme tu l'écris, c'est pas clair». Donc c'est vraiment un travail, admirable qui est fait par l'atelier relecture. Donc je peux vraiment que, recommander la personne qui est derrière et ensuite, une fois que c'est fait, je maquette. Parce que là, j'ai un texte qui est globalement définitif. Je maquette avec toutes les illustrations. Une fois la maquette faite, je l'envoie à un deuxième relecteur qui, lui, va se focaliser sur toutes les typos, donc de mise en page, de maquettage et les dernières fautes parce qu'il y en a toujours qui traînent, toujours. Même moi, quand je fais un copier-coller, des fois, j'oublie un bout de paragraphe ou il y a un point qui saute, ce genre de choses.
Donc c'est fait. Ensuite, il y a une épreuve d'impression. Je reçois l'épreuve, je la pose dans un coin, je la laisse pendant 2 mois et au bout de 2 mois, je reprends mon épreuve, je fais une troisième relecture finale et à partir de ça, je fais le PDF final et je fais le fichier d'imprimeur final aussi. Processus qui prend du temps, mais Oui, après ça nous fait de la qualité, quoi. Comme tu dis, on laisse maturer le bon vin. ouais, c'est ça. En fait, bah, c'est malheureux, mais j'ai beaucoup d'expérience, j'ai une bibliothèque de jeux de rôle qui est bien garnie et je lis les jeux de rôle que je reçois, j'essaye de les faire jouer, mais là, non, j'ai plus le temps aujourd'hui, mais je les lis parce que je suis un grand amateur de ces lectures et dans beaucoup, beaucoup de cas, enfin, c'est une catastrophe, en particulier les typos, les choses mal pensées, les textes qui se chevauchent ou un texte noir sur du gris, ce genre de choses et des fautes qui arrachent les yeux. Et donc, j'essaye au mieux, vraiment, je fais de mon mieux pour produire quelque chose de qualité. Et si c'est fait dans la précipitation, il y aura toujours des erreurs comme ça. Donc, je prends le temps. Je ne sors un financement participatif que quand mon travail est fini, quand je peux déjà livrer instantanément les fichiers numériques aux gens. Parce que moi, ça m'a laissé tout le temps nécessaire pour que le raisin mature et que j'en tire le meilleur vin possible. C'est vraiment ma philosophie. Nous, ça nous fait plaisir à le boire là, de ce et donc c'est un projet qui te dure un certain ça fait un certain moment qu'il a commencé, ça fait un certain moment qu'il dure ce pro est-ce que ta Oui. vision de RJRP a changé entre tes débuts et maintenant? Honnêtement, non, quasiment pas. Pour une bonne et simple raison, c'est que comme je te disais, RJRP, ça a maturé 10 ans, c'est un gros projet dans ma tête et comme pour mes scénarios, quand je l'ai écrit, quand j'ai commencé à m'asseoir devant l'ordinateur en 2021 et quand j'ai tapé mon texte, j'avais tout en tête. Ça a déroulé, c'était du papier à musique. J'avais plus qu'à écrire tout ce que j'avais gardé en tête pendant des années et donc j'ai pas un produit qui a été créé au fur et à mesure. Ce qui est bien, c'est que c'est pas un produit de commande. On me dit pas: «Il faut écrire ça», donc j'y pense, je l'écris et dans 2 mois, c'est fini. Non, c'est vraiment quelque chose qui a été réfléchi sur un projet à long terme. Dès le départ, c'était prévu pour être du long terme. Donc dès le départ, j'ai mis des pistes dans les livres de base à être exploitées dans 10 suppléments, beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, ceux qui ouvrent les suppléments d'Argyropé, ils verront pour dans quasiment chaque supplément, c'est marqué allez voir le livre de base à tel endroit, le livre d'univers, le livre de règles à tel endroit, parce que regardez ici, il y a ça qui a été écrit et effectivement, c'est une des racines des aventures qui vont être jouées. Donc en fait, j'ai laissé beaucoup, beaucoup de marge de manœuvre, beaucoup de préparation, on va dire, pour faire des paiements, les setup payoff comme au cinéma, les préparations paiements dans des suppléments. Je pourrais jamais tout exploiter, mais je me fais plaisir à exploiter ceux que je peux ou ceux que je veux actuellement. Donc non, le projet, il a été tellement mûri à la base que c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a pas de suppléments qui sont, «Oups, bah, attendez, le moteur de règles, il déconne un peu. En fait, v'là des règles supplémentaires» ou «V'là de l'équipement supplémentaire» ou «Voici cela supplémentaire». Un addendum, par exemple, un quartier supplémentaire et tout ça, ça fait aucun sens. Ça montre que le projet, c'est des pièces qu'on ajoute, c'est pas un puzzle qui était déjà fini à la base. Donc non, ma vision d'Argyropé n'a pas changé. Ce qui a beaucoup changé par contre, c'est ma manière de communiquer avec, la communauté, parce que ça je l'avais jamais fait avant. Ma manière aussi d'appréhender un financement participatif, les contraintes, les problèmes, tout ça. Heu, le travail professionnel, relationnel, parce que, bah, quand j'écris Argyropé, bah, j'ai beau être la personne qui maquette, qui édite, qui publie, qui distribue, qui écrit. Je ne sais pas dessiner, pas du tout et donc bah, j'ai recours à des illustrateurs et donc là, bah, pareil, il faut travailler avec des gens. Il y a un respect qui doit s'établir. Il y a, des coups de gueule, des prises de bec, des trucs comme ça qui arrivent. Voilà, c'est surtout ma vision du de la l'édition du jeu de rôle qui a énormément évolué. Donc tu es l'auteur d'RJP, tu es aussi l'auteur de Speedrun. Est-ce que tu penses que tu vas ressortir des petits jeux comme Speedrun qui sortent un peu d'RJRP ou tu restes concentré sur RJRP?
Alors speedrun, c'était un plaisir, c'était un petit bonbon parce que ça fait longtemps que ça me titillait de d'appliquer les codes du speedrun du jeu vidéo au jeu de rôle, parce que ça m'éclate, parce que ça m'a pris 2 mois de travail. C'était très rapide à produire, c'est un petit livret, hein, au final, un format livret de PlayStation 1. Je me suis éclaté en pixel art et cetera. Je n'ai pas alors, comment le dire? J'ai d'autres projets de jeux de rôle en tête. Ça, il y a pas de souci. J'en ai plusieurs, des plutôt gros, mais j'en ai un qui est plus petit, que j'ai déjà commencé à poser dans un coin. Mais ça, pour le moment, je préfère ne pas en parler. J'ai effectivement quelque chose dans les méninges de taille intermédiaire, va-t-on dire. Mais bon, du gabarit de speedrun RPG, non, j'en ai pas. Je pourrais. J'en ai plusieurs dans ma tête, des choses comme ça, mais je préfère me focaliser aujourd'hui sur RJROP, continuer l'aventure, parce que c'est celle qui me parle le plus aujourd'hui. Mais bon, sachez que en temps et en heure, vous aurez de mes nouvelles sur probablement d'autres sujets liés au jeu de rôle. Voilà. Au moins maintenant, on sait que les voix dans ta tête ne viennent pas toutes d'Argyropé. Pas totalement, Non. il y a un joli bordel. Nous allons rentrer dans une zone un peu spoiler où on va parler des secrets de l'univers. Avant de vous donner les codes, voici un petit message sur les spoilers de la part de l'auteur lui-même. Mmh. Alors, une chose peut-être que je peux dire à propos des spoilers, c'est que effectivement, si vous comptez jouer, évitez peut-être. Néanmoins, ce n'est pas parce que vous connaissez les s les révélations d'Argyropé que ça vous empêche de faire les aventures. Les aventures qui ont été écrites vous permettent de toucher du bout du doigt les secrets d'Argyropé, mais c'est ensuite aux joueurs, dans des parties propres avec leur maître de jeu, de creuser la chose. Et encore une fois, ce n'est pas parce que on vous révélerait là tout de suite de but en blanc les grands secrets d'Argyropé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que c'est un univers à secret. Hem, c'est pas grave, vous pourriez continuer à jouer. Ça changera une partie de votre vision du jeu, mais les aventures seront tout à fait jouables. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc pour les personnes qui ne voudront jamais jouer, qui sont curieuses, c'est toujours une possibilité, bien sûr. Mais bon, voilà, c'est vrai que ce serait dommage de se gâcher. Ça serait dommage de se divulgacher, oui. Si vous avez décidé de rester sage ou de rester dans votre surprise pour quand vous jouerez au jeu, regardez les chapitres pour voir où s'arrête la zone spoiler. Quand tu as dit, au départ, présenté vite fait RJ, tu as dit low fantasy. Oui. Moi, il y a un autre terme que j'utiliserais pour le décrire. C'est pas low fantasy, c'est plutôt post fantasy. Mmh. Parce que on est après les aventures. On a toute une histoire sur ces grandes aventures à la Donjons et Dragons, des monstres partout. Mais ça, c'est le passé. Oui, Un passé qui est vraiment révolu, on n'est plus du tout dans ça. C'est ça aussi pour ça que ça m'intéresse. C'est pas que l'enfantasy, c'est à toute cette histoire qu'il a été High Fantasy. C'est pour c'est ça que exactement ça. moi, j'utilise parfois le décrire, j'utilise plutôt le terme de post-fantasy parfois quand je le Mmh. décris à des gens. Oui, mais déjà rien que d'utiliser ce terme, ça donne une Mais ça donne un indication. secret, ça donne une Voilà, indication. donc Mais tu après, comprends pourquoi techniquement, je c'est de l'histoire qui est connue, c'est des légendes, c'est des trucs peu connus dans oui, l'univers. mmh. En fait, ça appartient effectivement au domaine des légendes. Ces monstres bizarroïdes, gigantesques, surpuissants, cette magie divine, arcanique, ce que vous voulez, tous les effets grandiloquents du Donjon et Dragon font partie de la légende de l'univers, de ces choses qui étaient dans les millénaires passés. Les gens n'y croient plus et en fait, c'est métaphorique. Argyropé a enterré, littéralement, a enterré son passé de Donjons et Dragons. Argyropé, on s'élève sur les épaules d'un géant, si tu me permets la comparaison qui elle aussi révèle certaines choses. On se dresse sur les épaules d'un géant, tout simplement. Et à partir de là, vu qu'on a enterré ce passé, on a tué le père, métaphoriquement aussi, eh bien, on peut créer quelque chose de différent, quelque chose qui change. Les fondations sont toujours là, elles ont toujours un impact, mais plus viscéral, plus caché. Et au-delà, eh bien, on peut développer quelque chose de neuf. Et ça, c'était une volonté. Donc, j'aime beaucoup le fait que tu le mentionnes parce que c'est quelque chose que
je discute avec, toute la communauté, les gens aiment bien discuter avec moi, des secrets, tout ça, on le fait en privé toujours. Tu es l'une des très rares personnes qui a relevé ce détail que j'ai, entre guillemets, «caché» parce que je ne le dis pas clairement dans les livres. Tu es l'une des personnes, voilà, une des rares personnes qui a relevé ce détail sur le fait que on est sur, bah, comme tu dis, hein, de la post-high fantasy, on est sur du post-Donjons& Dragons, on est sur un univers qui s'émancipe. C'est l'émancipation du jeu de rôle Donjons& et Dragons. Mais après, est-ce qu'on a vraiment parce que quand on regarde certains des secrets du bestiaire, certains des trucs qu'on voit, Mmh. et là, ça fait bizarre de discuter comme ça, d'argumenter avec l'auteur du jeu, mais il y a quand même, bah, beaucoup de secrets qui ressortent de la tombe, j'ose dire. Exactement, tout à fait, Pas mal de tout à petits fait. trucs. Bah, c'est aussi, encore une fois, c'est lié à une volonté, donc ça c'est pareil, c'est pas écrit en noir sur blanc, il faut le lire entre les lignes. C'est que, un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. Globalement, les racines de notre passé font ce que nous sommes aujourd'hui. Un arbre, ça pousse sur des racines et tu peux avoir le feuillage le plus vert, la cité la plus resplendissante, il y a quelque chose au fond. Il y a des racines historiques et elles ont c'est la racine qui va t'apporter l'eau, qui va faire remonter ensuite la sève dans les branches et cetera. Donc tout ça, c'est important. En réalité, le poids du passé est là. Le passé est présent, mais on ne le voit pas. Il va irriguer en fait l'intégralité d'Argyropé au travers de la magie, au travers du châtiment vermeil, au travers de la mélancolie. Et tout ça, ce sont des effets que l'on voit, mais dont on ne comprend pas les origines, on ne comprend pas la source. Et c'est pour les joueurs et les joueuses qui ont envie de creuser l'univers, c'est là où ils ont un Là, ils champ vont un champ, oui. immense. Voilà, c'est ça. Je dois que moi, une des par je peut-être qu'une des parties pour laquelle ça m'attire autant, c'est, le côté où je suis licencié d'histoire, et ce qui m'a intéressé dans l'histoire, c'est pas vraiment l'histoire, c'est le jeu de domino. C'est Mmh. il y a un événement qui arrive, qui cause ça, qui a causé ça, et c'est comme ça qu'on arrive, par exemple, de la création du protestantisme à la Révolution française. Ça a été tout un semestre de ma licence d'histoire. D'accord, je vois, je vois. C'est un truc que je pourrais t'expliquer en 5 minutes, parce que c'est un des trucs qui m'a marqué, mais effectivement, c'est un vrai truc. Le protestantisme a mené à la Révolution française, Mmh. dans un sens. C'est vraiment tout ce jeu des, dominos effectivement vous avez il y a le même qui existe, vous avez le petit domino qui démarre et d'un seul coup on a le gros, à la fin. Mmh. C'est toutes ces idées des ramifications, on va dire. C'est dans le Oui. truc. Et En c'est fait, un c'est ce truc que que j'ai quand j'ai lu dans le livre, c'est vraiment ça, tu dis au fur et à mesure que j'avançais, je dis: «Ah ouais, ça arrive parce qu'il y a eu ça qui est arrivé, parce qu'il y a eu ça qui est voilà, arrivé et ça qui cause ça». c'est exactement ça. En fait, une chose que quand je lis, bah, tous ces livres de jeux de rôle que j'ai, les univers, dans beaucoup de cas, pas toujours heureusement, mais les univers, on voit clairement que ce sont des blocs qui sont ajoutés. Comme par exemple, quelque chose d'absolument typique, si on parlait de Donjons& et Dragons, si on regarde la naissance des royaumes oubliés, donc l'un des univers dans lesquels on joue avec, Ah oui. Greyhawk, avec, Lance-Dragon et Donjons cetera. et Dragons, c'est un Frankenstein de C'est ça, c'est un gloubi-glou boulga de plein d'influences, de plein de trucs. C'est des blocs, des choses qui sont construites indépendamment les unes des autres, qui font un univers hyper riche, particulier, mais j'ai un grand coup de cœur. J'adore les Royaumes oubliés, la Côte des épées, je suis un grand fan d'Icewind Dale, hein, l'échine du monde, bref, qu'importe. Hem Je voulais pas ça. En fait, je voulais un univers qui soit cohérent, qui ait une cohérence interne et on l'a vu, basé dans moi j'ai pas de licence d'histoire, mais j'ai compris quand même que tout ce qui fait notre société moderne d'aujourd'hui, c'est pas un assemblage de plein de trucs qui se sont créés il y a 10 minutes. C'est véritablement un héritage et c'est quelque chose qui vient du tréfonds des temps et comment ça s'est construit. Et c'est exactement comme ça que j'ai voulu construire RJMP. Je suis parti du tréfonds des temps avec ceci, cela, il y a des gens qui arrivent, il y a ceci qui se passe et c'est toujours un effet boule de neige. Après, il n'y a pas une boule de neige. Il y a des principes fondamentaux et fondateurs dans Ouais. RGOP, Par contre, mais quand même ensuite une grosse boule de neige, il y en a créé plein d'autres. exactement, voilà. En fait, il y a la racine propre du mystère, je donnais souvent cette image quand je parlais d'Argyropé lors du premier financement. Argyropé, il est comme, je l'ai construit un peu à la Néphilim, c'est-à-dire que c'est comme un oignon. Il y a des couches successives de mystères et tu pelles la première couche et tu fais il y a une deuxième couche et ainsi de suite et il y a quelque chose au centre. Il y a un noyau dur. Donc il y a un mystère principal duquel découle
pas absolument tous les secrets, mais une grande partie des secrets, mais ils sont tellement pluriformes, ils prennent tellement des aspects, ils ont des conséquences tellement différentes que quand on prend le livre, qu'on n'en lit pas les secrets, il y a plein de choses qui se passent, on se dit: «Tiens, c'est bizarre ça c'est bizarre ça», mais c'est Alors qu'en fait, impossible de elles sont faire le lien liées, voilà. direct. Voilà, et ça, pour ça, il faut jouer, il faut faire les aventures, il faut s'impliquer dans l'univers. RGOP, j'ai voulu aussi que, l'univers récompense les personnes curieuses. Ça, effectivement, il y a plein de choses à dé il y a tellement de choses à découvrir dans les trucs et vraiment le gros secret qui va me c'est un des trucs qui est comme j'ai dit, c'est la grosse racine, c'est ce qui m'a le plus plu quand j'ai lu Le Seigneur parce que généralement je suis meneur, donc c'est moi qui lis les Ouais, livres. je comprends. Et dis-toi que c'est amusant parce que j'ai eu des personnes qui m'ont dit que le secret leur plaisait beaucoup, d'autres qui m'ont dit: «C'est bien» et d'autres qui m'ont dit: «Je suis déçu par ce secret principal». Mais donc il y a une créature fantastique, un basilic, qui est, enterré profondément sous RGOP et c'est ça son gigantisme qui donne la forme de colline. C'est pas pour rien qu'RGOP est sur une colline et il y a plein d'autres choses qui vont, comme on le dit, en découlent, mais il y a un basilic au centre, un basilic presque mort, plutôt mort, on va dire, au fond, voilà, enterré, mais un truc gigantesque Déjà quand tu dis et ça, moi j'ai la citation là de oui. Princess and the Bride, «Presque presque mort, c'est un peu vivant». Et le truc, c'est que, des gens m'ont dit: «Mais un basilic, oui, mais enfin, un basilic, quoi, enfin, j'en ai déjà vu plein dans Harry Potter, dans Le Seigneur des Anneaux, dans je sais pas, dans Le Seigneur des Non, Anneaux, c'est il me semble probablement pas». pas. Je crois pas. Je suis pas un grand fan de Tolkien, hein, je suis désolé. Mais, voilà, le basilic, c'est un truc, c'est un monstre connu dans la littérature médiévale, Enfin, et dans enfin connu, et j'ai envie de dans dire. Après, j'aime beaucoup le Donjons& folklore, je Dragons. vois les trucs, mais quand tu vois tous les monstres de folklore qui ont été créés qui s'appellent Basilic, Ah oui, en il y a plus, oui. déjà, il y a effectivement la version Harry Potter du gros serpent. Moi, nous on est en Alsace, donc on est pas loin de la Suisse. On a Bâle et son propre basilic à tête de Oui. poulet là, Ouais, ouais. on voit dans d'autres jeux ce qui est appelé basilic. C'est effectivement, c'est une Ouais. légende, il y a plein de versions, quoi, donc Là, on va être vraiment ça restait à on connaît le basilic, c'est ouais. pas Mais c'est ça, en fait, et ce que j'aime beaucoup quand je discute avec ces gens, je dis: «Mais qu'est-ce qui te déçoit? C'est que c'est un basilic? Oui, mais alors t'as pas compris. Il y a rien, on crée aujourd'hui, il n'y a plus rien qui soit original. On ne crée plus rien d'original. Tout ce qu'on écrit, tout ce qu'on filme, tout ce qu'on va chanter, faire comme musique et tout ça, c'est simplement une nouvelle variation de quelque chose qui existe déjà. Depuis globalement la Grèce antique ou la Renaissance, si on veut, dans certains autres cadres, on n'a plus créé grand-chose d'original. Et le traitement d'Argyropé, c'est pas le basilic qui fait son originalité, c'est le traitement du basilic et c'est là d'où émane l'originalité. Ça aurait pu franchement, être voilà. un dragon, Voilà, on ça aurait aurait pu pu être changer un le nom, poulet ça géant. aurait voilà. Exactement, ça a aucun intérêt. C'est pas parce que c'est un basilic, non, c'est comment il est traité. Comment est-ce que ce monstre fantastique est traité? Quel est son impact sur l'univers qui va faire le sel d'Argyropé? Et c'est bien là justement que j'ai essayé de développer le plus ces secrets et les ramifications Oui. et comme tu l'appelais l'effet domino. Voilà, l'effet domino parce aussi ça crée là, j'ai parlé du côté historique parce que biais personnel, voilà. Effectivement, toutes les ramifications aussi, ça donne aussi un pour parler plus, ça donne un écosystème. Quand Oui, on voit le bestiaire aussi, notamment avec les qui est bien séparé entre humains, on a aussi on a déjà plus cette idée d'écosystème que dans d'autres jeux. On peut voir: «Ah oui, je peux voir comment ça influence cette chose-là. Je peux voir comment voilà, l'environnement a créé cette chose-là ou ces oui. autres monstres ont créé ces événements-là». Voilà, tout à fait. La plupart des bestioles non humaines que l'on peut croiser dans le bestiaire sont des résultats de la présence du basilic et de son influence au travers les âges et au travers, du minerai d'argent, par exemple, pour ne On en nommer que donnait ça. qu'un seul, voilà. Voilà, comment tout ça, ça a influencé ce qui vit autour. Et donc, tu vois, par exemple, dans Loin de toute lumière, on va affronter l'une de ces conséquences, l'un de ces effets dominos de la présence du basilic à travers des choses qui vivent dans les ténèbres, qui sont présentées dans le bestiaire justement. Mais le bestiaire se focalise aussi sur d'autres petites choses, comme tu l'as
très probable, enfin, comme visiblement tu l'as lu, on a les créations qui sont liées à Argyropé, qui forment un écosystème qui est, bah, logique, qui a sa logique interne, mais aussi on a d'autres petites choses qui sont abordées, qui ne sont pas liées au basilic, parce que ce sont des reliques aussi, à la fois de l'écosystème avant l'expansion humaine. Donc on a 2 autres races Voilà, non humaines qui sont là, l'époque des légendes, et cetera. voilà, et en plus, il y a de véritables bestioles fantastiques, on va dire à l'échelle mythologique du basilic, qui existent peut-être encore, mais qui existent loin d'Argyropé. Elles sont encore cachées dans le reste du continent, et comme les joueurs n'iront jamais jusque-là, ça, elles n'interviendront pas. Mais ça montre qu'il y avait un écosystème avant les chamboulements qui ont amené à la création d'Argyropé. Voilà, qui ont Donc en amené à fait, on a l'Empire, vraiment, voilà, on a 3 couches d'écosystème avec, les dominants, les peuples, entre guillemets «humanoïdes» et avec une intelligence, on va dire, humaine, et ensuite l'évolution naturelle liée à la présence ou plus, la présence du basilic et à sa mort. à tout ce ça cause, ouais. Et c'est aussi un truc que j'aime bien aussi parce que et ça rentre vraiment dans le côté, on va dire, post-fantasy que j'évoquais, les descriptions des monstres. Alors, depuis Donjons et Dragons, il y en a beaucoup qui aiment leur encyclopédie des monstres en faisant ça, passer ça pour un document scientifique, on va dire. Et parfois un truc, par exemple, le Volo, là, enfin, personnellement, j'ai Oui, tout un podcast qui s'appelle Kill Every Monster où chaque épisode, ça se plaint des implications de ce qui a été créé par, je sais pas, dans Donjons et Dragons. Ça, ça donne parfois n'importe quoi et ça peut donner un biais. Je sais pas être aussi sympa comme idée d'avoir de ce narrateur, il faut pas le croire dans ce qu'il raconte. ouais. Mais toi, quand tu les écris, ça fait vraiment: «Ah oui, il y a eu cette étude qui a été faite sur ce monstre. Ah si, il s'intéressait au pouvoir». Il y a vraiment plus ce côté vraiment, je retrouve plus ce côté scientifique, on va dire, de par exemple, s'il y a un monstre qui crache du feu, tu non, il crache pas vraiment du feu. Ce qu'il crache, Mmh, c'est plus un liquide qui, au contact de l'air, s'enflamme. ouais. Tu as vraiment ces explications qui font et qui renforcent un peu aussi l'univers parce que voilà, on n'est plus dans cette période de magie où tout ça c'est mystique, c'est juste on Exactement, la commence à magie avoir n'existe, des ouais, explications. ouais. J'ai voulu faire un propos presque naturaliste sur l'explication des monstres. Pourquoi? Parce que comme tu l'as très bien souligné et comme j'aime bien le terme que tu utilises, hein, parce que je ne l'utilise jamais moi, Oui, parce que c'est mais un de peu spoiler, mais il est post-fantasy, ouais. Ce post-fantasy, la magie n'existe plus. Mais c'est bizarre, il y a de la magie dans RGOP. Oui, mais c'est une conséquence de la présence du basilic, et cette magie, en fait, c'est juste, bah, les c'est les dernières c'est les effluves. restes c'est les restes de Ce magie de sont les cette restes. ancienne. Exactement, c'est un peu le chant du cygne presque, de cette bestiole fantastique. La magie n'existe plus. Donc si on veut affronter des choses qui dépassent l'ordinaire actuel, l'ordinaire commun, il faut leur donner une explication biologique, naturaliste. Donc en fait, j'ai pris ce parti d'essayer d'avoir quelque chose d'un peu réaliste dans un JROP. Et oui, et d'un côté, ça me donne envie d'explorer à la fois le futur et le passé. Notamment le Ah passé dans le sens où, tu me dis, il y a un oui, autre monde où il y a pas que l'argent qui joue et oui, je dis: «Ah OK, donc elles sont une créature, elles sont liées à un autre minerai, est-ce qu'il y a d'autres minerais qui feraient ça?» Ça, voilà, comme tu le dis à la fin du bestiaire, dans ce petit monde, tu dis: «Ah ça, je le laisse aux meneuses pour le faire». Effectivement, ça donne: «Ah, mais il y a ça qui est possible. Est-ce que ça, c'est possible à un autre endroit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient dans la ville avec cette autre magie qui l'a retrouvée? Peut-être». Ça veut dire, on oui, explore des choses. Mais aussi le exact. futur, parce que comme tu dis, c'est le champ du cygne. Oui, Au bout d'un moment, ben, après quand on explore déjà, il y a plein de choses qui font que ou peut y avoir des conséquences pour la ville si jamais ça se développe. Mais aussi, comme on dit, c'est les restes de magie. À un moment, ça va disparaître et Argyropé, c'est un peu défini. Par ce côté, on est les seuls à avoir ces petites marques, et cetera. Que va devenir Argyropé une fois que mmh, ça arrive? Et ça, comme dit, c'est on sort un peu du cadre, mais c'est des questions qui peuvent être intéressantes à déjà explorer maintenant. Dire explorer absolument. le futur de quelque chose, si c'est toujours fait. Mmh. J'ai laissé quand j'ai écrit RGOP, alors, je vais d'abord te mentir un peu, si tu me le permets, puis revenir ensuite pour, plus expliquer la vérité. Vas-y. Donc là, petite phase de léger mensonge pour que ce soit plus fluide à la narration. Quand j'écris RGOP, j'ai décidé de ne pas lui donner de fin. C'est-à-dire, je mets un univers en place et je l'offre au conteur.
Faites-en ce que vous voulez, appropriez-le vous. Ça deviendra ce que vous voulez. Je vous mets dans le livre, de Univers et secrets, mais aussi dans l'autre, des pistes potentielles sur vers où est-ce que ça peut aller. La fin, la mort de la magie, ça en fait une partie. Donc si la magie disparaît, on va perdre une propriété forte d'Argyropé qui est la mélancolie et qu'est-ce que ça va faire? Bah, ça veut dire que la mélancolie n'étant plus là pour «empêcher» entre guillemets le grand empire de, se réapproprier la ville franche, pourquoi pas penser à une invasion? Et donc la ville franche, avec sa technologie plus avancée, devra affronter un ennemi beaucoup plus imposant, supérieur en nombre, mais technologiquement moins avancé. Ça peut partir donc dans un futur où on est dans un combat, une guerre gigantesque. Une autre possibilité, ce sont les catastrophes naturelles. Comme tu peux le voir dans le livre d'univers, dans les secrets toujours, hein, il y a la colline n'est pas stable. Il y a des poches d'eau qui se forment, il y a des grottes en fait où les gaz de putréfaction du basilic se sont formés, mais le gaz s'échappe, ça fait un ensemble de grottes qui forment un gruyère sous Argyropé. Tout peut s'effondrer, il peut y avoir des glissements de terrain. On peut aller vers des catastrophes naturelles, donc un futur catastrophique, mais d'un point de vue, oui, géologique. Ensuite, il y a les manigances propres au Grand Empire qui essaient d'avoir la mainmise sur Argyropé d'un point de vue politique. Puis, il y a encore d'autres choses qui se rajoutent. Il y a tout ça. Et donc voilà, j'ai voulu laisser la porte ouverte à tout le monde. J'ai donné plein de possibilités, mais moi, je n'ai pas fixé la fin d'Argyropé. Parce que je veux que cet univers vous appartienne. Chacun a sa cité d'Argyropé. Et j'ai aucun problème là-dessus. Moi, je vous donne les briques, je vous donne la boîte de Lego, construisez ce que vous voulez. Je vous ai donné un manuel, vous fabriquez un bout de Lego, mais vous en faites ce que vous voulez. Et donc ça, c'est un peu comme ça que je veux l'expliquer, le vendre. Mais il y a un tout petit mensonge, comme je te le disais. Parce que quand j'ai écrit Argyropé, en réalité, j'ai écrit la fin d'Argyropé, comme moi je la vois. Je sais déjà comment Argyropé finira, mais moi. Et ça, c'est abordé dans le supplément numéro 10. Donc celui qu'on est en train aujourd'hui de tester avec, mon playgroup et dedans, sur une des pages, en fait, j'ai une note en bas de page où j'explique: «S'il se passe ça, s'il se passe ça», une énorme ramification de si et de potentiel, eh bien la cité va aller naturellement vers dans cette direction. Et j'ai une note en bas de page qui dit: «Voilà, c'est comme ça que j'ai prévu la fin d'Argyropé parce que c'est comme ça que, au tout début, avant même d'écrire Argyropé les Sentiers d'Argent, j'ai d'abord commencé un autre document Word où on jouait 600 ans plus tard d'Argyropé. Ou peut-être pas 600 ans, 400 ans, quelques siècles après. Quelques siècles après la période dans laquelle on joue aujourd'hui. Et donc moi et je l'ai écrite et je dis: «J'adore, mais c'est trop fermé comme univers et cette cité est super intéressante. Non, je vais plutôt je fais marche arrière. Focalisons-nous sur la cité et pas sur qu'est-ce qu'il est advenu de la cité et on joue dans cette post-apocalypse, voilà. Voilà. Et Mais ça a donc dû tout ça t'influencer peut-être vu que c'était une des premières choses, ça doit te rester en tête parfois quand tu écris. alors oui, mais je fais très attention justement que ça ne guide pas ma plume. Au contraire, je fais très attention justement quand je suis revenu à l'étape Argyropé, que je me suis dit que c'est vraiment ça le nerf de la guerre et le noyau de mon jeu de rôle. Je commence pas par la fin, je commence par le début et pam, je me suis dit: «Je vais faire ça». Et surtout, surtout, je ne vais pas obliger les gens à aller dans cette direction. Donc, j'ai laissé plein de portes ouvertes. Et celle dont je te parle en particulier, là, cette vision que moi j'ai du futur d'Argyropé, elle n'est, elle n'est que très succinctement mentionnée dans les livres de base et de manière très hermétique. Aujourd'hui, tu ne peux pas savoir, en ayant même lu avec l'attention que tu as portée au livre, tu peux pas déterminer que c'était vers là que moi je voudrais aller. Mais ce sera beaucoup plus clair à la sortie du supplément 10 avec cette petite note en bas de page qui va faire une D'un dizaine de seul coup, à lignes. la sortie du supplément 10 dans, je sais pas, d'un seul coup, tout le monde va revenir sur les livres de base pour et c'est Ouais, ouais, mais enfin, c'est une anecdote dans le sens où, oui, c'est voilà, j'explique en fait la genèse complète de d'Argyropé, quel était son titre
avant de devenir RGOP justement, le titre de travail et voilà, ça apporte un côté un peu, je trouve, narratif, amusant, sans aucune, nécessité de suivre cet axe. C'est juste pour moi. Je me suis dit: «Pour plus tard, si mes enfants lisent ou si des curieux lisent, allez, pourquoi pas?» Comme ça, on a la vision complète. Voilà, c'est ça. Et merci à toi pour les secrets, pour, toute la façon dont tu les dresses là-dedans. C'est comme dit, moi, c'est une partie qui m'a beaucoup plu dans le jeu, qui me plaît beaucoup, et qui pourquoi j'ai envie de le jouer. On va dire le faire jouer pour voir aussi la réaction à un moment des joueurs si jamais ils s'y intéressent. «Oh mon Dieu, mais c'était ça!» Parce que c'est toujours intéressant à voir le moment où ils réalisent. Ouais, ouais. Ouais, c'est ces petits moments qui font le jeu de rôle, très f qui donnent du frisson dans le jeu de rôle, je trouve. Quand on réalise après une aventure extrêmement longue, beaucoup de peine, que les pièces s'imbriquent, que tout fait sens et qu'en fait, presque tout était devant notre nez depuis le début, mais c'était tellement, tellement dispatché, tellement complexe qu'au final, bah, on pouvait pas le voir, mais Tu avais les voilà, morceaux, tu les avais juste pas dans le ils étaient tous tellement séparés, que tu voyais pas, quoi. c'est ça, ouais. Tu avais les Exactement, pièces ouais. du puzzle n'importe comment. Exactement, ouais, ouais. Merci pour ce moment spoiler. On va quitter la zone spoiler pour revenir pour tout le monde, grand public. Ça, c'est donc supplément pour février, donc il sortira. Voilà. Je suis sûr Mmh. qu'il aura son succès comme les autres. Des idées pour la suite, ça, tu l'air d'en avoir tout le temps. Comme dit, là, tu as déjà évoqué le 10, 11, 12, 13. Exact, ouais. Et je me suis prendre des pauses à un moment. Ça m'arrive, je vais boire un coup de temps en temps avec, des amis ou ma femme, ça m'arrive de prendre des pauses, mais encore une fois, tu vois, aujourd'hui, c'est plaisant d'écrire pour Agir.OP. Donc c'est pas une contrainte. Le jour où ça deviendra une contrainte, ce sera signe qu'il faut que j'arrête. Parce que si j'écris sous la contrainte, j'écrirai forcément quelque chose de moins bien. Et ce Donc serait dommage, ce serait dommage. voilà, je pense qu'aujourd'hui, il faut que je me focalise sur ce qui me plaît et je m'éclate. Donc tant que ça marche, je continue. On va quitter un peu Argiropé pour faire un peu plus général, ouais, Mmh. que je fais en ce moment. Est-ce que tu as un conseil à donner pour les rôlistes? Qu'ils soient derrière l'écran ou devant l'écran? Honnêtement, pas facile, parce que je pense pas être particulièrement, le mieux placé pour donner des conseils. Je dirais peut-être qu'une chose qui est le plus important, c'est de s'amuser et si on tombe un jour, qu'on soit maître de jeu ou joueur, sur une tablée où ça se passe pas bien, il faut s'en aller. Le jeu de rôle doit rester quelque chose de convivial, de plaisant et quelque chose que l'on fait avec des gens que l'on apprécie et avec qui on est bien. Et quand il y a un jeu de rôle, quand une aventure se passe mal, quand, la tablée a des objectifs différents, des manières de jouer différentes, quand le maître de jeu a une manière de maîtriser qui nous met mal à l'aise, il faut pas continuer. C'est à se dégoûter du jeu de rôle et c'est aussi à risquer, en fait, tout simplement de ne pas être bien. Donc faites du jeu de rôle, c'est peut-être l'une des plus belles activités qui existent, mais faites-le tout simplement avec des groupes, avec des gens avec qui ça se passe bien. C'est voilà, je pense Faites-vous même pas que ce soit plaisir. véritablement un C'est pas vraiment conseil sûr. en réalité. Mais parfois, il y a des gens qui ont besoin de ces avis-là parce qu'ils osent pas quitter. C'est C'est très très dur dur. de quitter Je sais que parce moi, que, j'ai une amie qui a eu ce cas-là où elle a il y a une pression sociale, hein, naturelle et on n'est pas tous égaux devant cette pression sociale. Donc c'est facile à dire, plus difficile à faire. Le dialogue est hyper important, c'est pour ça d'ailleurs qu'avant chaque aventure, par exemple, je discute avec mes joueurs à la tablée, je leur dis: «Bah, voilà, l'aventure va se focaliser sur ceci, cela, cela». Je spoil absolument rien, mais je dis: «Bah, il peut y avoir des moments un peu de tension». On va aborder, par exemple, à un moment donné, on va parler un peu de souffrance, mais ce sera pas une souffrance d'enfants ou d'animaux. J'essaye de préparer la table et de voir avec eux s'ils sont d'accord avec ça et ça aide.
c'est pas la clé de résolution, mais disons qu'au moins j'essaye de préparer un peu la chose. C'est ce qu'il faut faire. Après, il y a tous les maintenant, on a tous les outils, session zéro, ligne voile. N'hésitez Oui, pas à les utiliser, comme dit, pour que ça reste plaisant. c'est très important, ouais. Le plus important. Et est-ce que tu as une recommandation culturelle? C'est-à-dire un jeu de rôle, un livre, une série, un film, quelque chose, n'importe quoi, que tu as vu et que tu aimerais partager? Que ça t'a plu? J'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup, beaucoup, mais pour le coup, c'est très éclectique. Hem, Par exemple, ces dernières années, je lis, bon, comme beaucoup de personnes qui nous écoutent très probablement, je lis beaucoup de fantasy et bon, la fantasy, c'est rarement, ne nous mentons pas, c'est rarement des prix Nobel de littérature qui les écrivent. Donc c'est clair que quand j'ouvre, alors je suis un grand amoureux de Victor Hugo. Quand j'ouvre un Victor Hugo, ouais, ça sait écrire. Je veux dire, c'est un bonhomme qui savait écrire. Quand j'ouvre, par exemple, La Roue du Temps, qui est ma saga de fantasy préférée, bon, le style est pas Il y a pas vraiment là. cet effet. Non, il y a pas cet effet. C'est super, hein, j'adore j'adore. Bah, quand même. Et donc, il y a quand même ces dernières années, je suis tombé sur, Jean-Philippe Jarowski, qui est connu quand même un peu maintenant dans le milieu du jeu de rôle, parce que je crois que c'est lui qui a écrit Te Deum pour un massacre. C'est un auteur français de fantasy qui a une belle plume. Alors c'est pas Victor Hugo encore une fois, hein, et tout le monde n'aime pas Victor Hugo, mais il a une très belle plume, il écrit bien et j'ai été très plaisamment surpris par son premier livre qui s'appelait Janua Vera, donc une composition de plusieurs toutes petites nouvelles dans un monde de fantasy qui s'appelle le Vieux Royaume, je crois, et très sympa, très, très sympa, très bien écrit avec des jolis retournements de situation, pas que de la castagne justement, un univers assez riche. J'ai continué, j'aime pas tout ce qu'il a fait. Par exemple, il y a un autre livre, donc qui prend l'un des personnages de Janua Vera qui s'appelle ensuite Gagner la guerre. C'est un bouquin qui fait 800 pages, il doit traîner par là. Ouf. Il fait 800 pages et en fait, il est très, très bien, mais il y a 200 pages de trop à la fin du bouquin où c'est inutile, c'est verbeux, il y a rien qui se passe, c'est vraiment ennuyant. Mais globalement, et puis après il y a, bon, je me ferai pas que des amis, mais je crois que il a fait, peut-être une trilogie sur les rois perdus, un truc celte que j'ai pas du tout aimé. Roi du monde? Peut-être, ouais, que j'ai pas du tout aimé personnellement, mais en tout cas, je lui reconnais une très belle plume. Allez découvrir Janua Vera de Jean-Philippe Jarowski, éventuellement embrayer sur Gagner la guerre, qui est bien, peut-être un petit peu longuet, et j'avais beaucoup aimé aussi, c'est Patrick Rothfuss. La trilogie du Tueur de rois. Alors je trouve le nom nul à chier. Le Tueur de rois, je veux dire, c'est vraiment, C'est pas le plus enfin, déjà, un voilà. tueur de roi, c'est un régicide de base, et surtout, hem, c'est nul parce qu'en fait, ça s'appelle, le 1er tome s'appelle Le Nom du vent, qui est beaucoup plus, déjà plus Déjà, poétique et c'est surtout poétique, c'est un bon nom. colle plus à ce qui est décrit dans l'univers. C'est une très belle plume anglaise par contre ici, plutôt bien traduit, je trouve. Je le vois là-bas. Le gros problème, c'est que c'est une trilogie qui ne verra jamais son troisième tome, parce qu'il a la flemme monumentale apparemment d'écrire le dernier tome depuis plus de 10 ans, donc voilà. Des petites choses à découvrir, mais qui sont pas parfaites. Hem, Sinon, bah, par exemple, on va changer, dans les films, j'ai été touché par, The Breakfast Club. C'est un film qui est vieux. C'est un film d'une douceur, d'une tendresse phénoménale, je trouve, où on suit l'histoire de 5 adolescents dans un lycée américain qui sont en retenue un samedi matin. Ils sont Ce sont 5 archétypes: le footballeur, la bimbo, le rebelle et puis encore, L l'intello et une L'intello, autre, la pseudo-glottie. voilà, et c'est cliché et c'est volontaire parce qu'après on va étudier ces clichés et les acteurs jouent très bien, c'est très, très bien écrit et je trouve que c'est l'un des plus beaux films que j'ai vus ces dernières années. Il est vieux, hein, pourtant,
mais je l'ai redécouvert, il y a quelques années et j'ai trouvé très agréable. J'ai, tendance aussi à beaucoup aimer, allez une dernière, Une un dernière, ouais. dernier, allez un petit dernier, à faire découvrir. Là, pour le coup, on va être dans la musique, puisque j'aime, bah, je vous l'ai expliqué, j'aime les belles phrases, les bons mots. Je suis un amoureux complet des premières années de Renaud, des premières années de Saez, des premières années de IAM et des premières années, par exemple, du rappeur Fessal. Donc, pas forcément enfin, Fessal est pas du tout connu, mais c'est très amusant. J'aime beaucoup, en fait, ces chants révoltés. Il y a tellement enfin, les premières années d'Orelsan aussi, par exemple. J'aime beaucoup donc c'est du rap ou de la chanson française. J'adore le métal, j'adore plein de trucs. Mais ce que j'aime, c'est les belles paroles, les choses qui sont belles, où c'est pas forcément écrit, à la Victor Hugo, mais il y a un sens profond derrière les paroles et moi, ce sont ces textes engagés qui m'émeut le plus. Donc voilà, c'est des choses à découvrir. Si vous l'avez jamais fait, allez écouter les premières années de chansons de Renaud, genre, La petite fille des rues, je crois que c'est ça. La petite fille des sombres rues ou, les premières années comme je disais, de Damien Saez qui sont phénoménales. Aujourd'hui, l'artiste, Et devenu bah, ce comme qu'il est. voilà, Renaud, tout ça, je veux dire avec le succès, le talent est parti et donc voilà, si vous voulez écouter des choses un peu différentes, amusez-vous, pourquoi pas. Merci pour toutes ces recommandations, ça en fait quelques-unes. Je veux dire, je connais de nom, je veux dire. J'ai pas vu. Je vais peut-être regarder Breakfast Club. Je sais que j'avais lu Patrick Rothfuss. Euh, J'attendais aussi le tronc. Voilà. Ah ça, c'est triste, triste, ouais. Ça, c'est dommage. Mais bon, c'est pas le seul à qui on attend des suites. Non, 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 George R. R. Martin, aura L'exemple hélas bien connu, hein. voilà, bah, c'est son copain, quoi. C'est les 2 se connaissent pour ça, c'est une Arlésienne, hélas. C'est bien dommage. Écoute, merci pour d'être venu chez moi pour cette petite interview. Merci pour toute la discussion très intéressante. Ça fait toujours plaisir de t'entendre parler d'Argyropé. Ah, on voit que Écoute, t'aimes, bah, on sent que t'aimes le projet, quoi. ah bah, moi c'est enfin, ouais, c'est un pan de ma vie aujourd'hui et bah, ça me fait super plaisir de pouvoir aborder en détail le truc, avec toi. Tu vois, encore une fois, c'est très agréable de pouvoir discuter avec toi ce soir parce que, bah, tu l'as lu et si tu savais le nombre de fois où je fais des interviews avec des gens formidables, qui sont géniaux, mais on reste très en surface parce que ces personnes n'ont pas lu Argyropé et il y a pas de problème, je comprends, on n'a pas tous le temps de se farcir des centaines de pages, 500 pages d'Argyropé, au secours! Je veux dire, tout le monde n'a pas envie de faire ça. Mais quand on tombe sur un interlocuteur qui l'a lu et qui visiblement l'a compris, ah, c'est vraiment plaisant. Donc je te remercie sincèrement de cet effort et de ce travail que tu as fait et bah, de ce bon moment passé en ta compagnie. Ça fait plaisir, merci. Ouais, je souhaite à toi une bonne soirée et à tous Mmh. ceux qui nous écoutent, ben, je vous souhaite que les dés vous créent de bons dramas avec leurs résultats. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao.